Il y a quelques jours, j'ai eu l'opportunité de vous poser une question sur les perspectives de règlement du conflit ukrainien, et vous avez alors dit quelque chose de très important, qui a eu un grand retentissement et fait actuellement l'objet de nombreuses discussions. Vous avez expliqué que, puisque Zelensky a émis un décret interdisant toute négociation avec la Russie, alors si ces négociations devaient malgré tout avoir lieu, elles seraient illégitimes, et leurs résultats pourraient être déclarés illégaux à tout moment. Cette déclaration a provoqué une forte réaction. Dès le lendemain, Zelensky s'est senti obligé de se justifier, affirmant qu'il n'avait pas interdit les négociations à tout le monde et qu'il s'était soi-disant réservé cette possibilité. Il a expliqué avoir adopté ce décret alors que les forces russes étaient aux portes de Kiev. Il a justifié cette décision en disant qu'il fallait soi-disant lutter contre le séparatisme et prévenir d'éventuelles négociations secrètes, menées par différents canaux avec la Russie. Il a conclu son explication en affirmant qu'il était le seul à pouvoir négocier, tandis qu'il interdisait cette possibilité aux autres. Que pensez-vous de cette réaction ? En réalité, les négociations ont commencé dès le lancement de l'opération militaire spéciale. Dès le départ, nous avons dit aux dirigeants ukrainiens de l'époque que les habitants des républiques populaires de Louhansk et de Donetsk ne voulaient pas rester au sein de l'Ukraine, et que s'ils se retiraient, tout se terminerait là. Il n'y aurait ni affrontement ni guerre. Malgré tout, des négociations ont immédiatement été engagées. Cela s'est produit dès la fin du mois de février 2022. Ensuite, il y a eu des contacts et des rencontres en Biélorussie, puis nous avons poursuivi les discussions à Istanbul. Que s'est-il passé là-bas ? Vers la fin du mois de mars, nous avons reçu un document de Kiev, signé par le chef de la délégation ukrainienne, M. Abrahamian. Et ce sont précisément ces propositions ukrainiennes, je tiens à le souligner, c'est très important, qui ont servi de base au projet d'accord de paix élaboré à Istanbul. Cet accord a été finalisé le 15 avril. Mais auparavant, certains dirigeants européens, lors d'échanges téléphoniques avec moi, avaient affirmé qu'il était impossible pour l'Ukraine de signer un accord de paix, car, selon l'un d'eux, Kiev négociait le pistolet sur la tempe. J'ai demandé ce qu'il fallait faire. Ils ont répondu qu'il était nécessaire de retirer les troupes de Kiev. Nous étions conscients qu'il pouvait s'agir d'une tromperie, car pendant des décennies, la Russie a été dupée. On lui disait une chose et on en faisait une autre. Toutefois, dans un souci d'éviter un bain de sang et une guerre majeure, nous avons tout de même accepté cette demande, et fin mars, nous avons commencé à retirer nos troupes de la région de Kiev, en 2 colonnes distinctes. Le 4 avril, le retrait était terminé. Une partie des forces russes s'était repliée via la Biélorussie, tandis que l'autre était rentrée directement en Russie. Ce même 4 avril, nos forces n'étaient donc plus présentes autour de Kiev, et le document négocié à Istanbul a été finalisé le 15 avril. À ce moment-là, bien que certains points restaient contestés, le ministère des Affaires étrangères et d'autres organes de notre gouvernement l'avaient signalé, j'ai tout de même accepté que nous étions prêts à mettre en œuvre cet accord. Le soir du 15 avril ou au plus tard le 16 avril, nous avons officiellement informé Kiev de notre accord pour finaliser et signer ce document. Il n'y avait presque plus rien à ajouter à l'accord, il ne restait qu'un seul point que la partie ukrainienne avait proposé de discuter et de conclure lors d'une rencontre en personne entre les deux présidents. J'ai également accepté cela. Mais soudain, une information est arrivée de Kiev, selon laquelle ils devaient consulter leurs alliés et prendre une pause d'1 semaine. Ils ont donc consulté leurs alliés. Comme nous le savons, M. Johnson, à l'époque Premier ministre du Royaume-Uni, est venu, probablement sur les conseils de l'ancienne administration américaine dirigée par M. Biden, et a convaincu les Ukrainiens de continuer la guerre. En réalité, cela n'a été un secret pour personne, et même des responsables ukrainiens, de haut rang, l'ont confirmé publiquement par la suite. Le gouvernement britannique n'a d'ailleurs pas caché cela non plus, il en parle ouvertement. Ils ont rejeté cet accord et ont choisi de poursuivre la guerre. Mais, pour être honnête, nous avons immédiatement reçu un signal de Kiev, où l'on nous a dit, désormais, nous allons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien. En gros, c'était soit nous vous vainquons, soit vous nous vainquez. En résumé, nous allons continuer à nous battre. Ils ont donc refusé de signer l'accord de paix. Je le répète encore une fois, le 4 avril 2022, les troupes russes n'étaient déjà plus sous Kiev, et l'accord avait été définitivement approuvé le 15 avril.
c'est-à-dire 6 mois après que le projet de traité de paix ait été convenu. Ainsi, dire que l'interdiction des négociations a été imposée alors que les troupes russes se trouvaient encore sous Kiev est complètement incorrect. Essayer d'induire en erreur son propre peuple ou la communauté internationale à propos de questions aussi graves est au minimum malhonnête. Cela montre simplement une fois de plus avec qui nous avons affaire. Si Zelensky dit qu'il est prêt à négocier, est-ce que cela signifie, selon vous, qu'il est réellement en position de négocier? On peut négocier avec n'importe qui, mais en raison de sa légitimité douteuse, il n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Cependant, s'il souhaite participer aux négociations, je peux désigner des personnes pour mener ces négociations. La question reste celle de la signature finale des documents. C'est une question très sérieuse, qui doit garantir la sécurité de l'Ukraine et, à vrai dire, aussi de la Russie, sur une longue période historique. Il ne peut y avoir aucune erreur, aucune imperfection dans ce processus. Tout doit être parfaitement réglé. Mais selon la constitution ukrainienne, même en temps de guerre, le président de l'Ukraine n'a pas le droit de prolonger ses pouvoirs. Seuls les organes représentatifs, c'est-à-dire la Rada, le Parlement, ont le droit de prolonger ses pouvoirs. Le président n'a droit qu'à un mandat de 5 ans, c'est tout. Après cela, ses pouvoirs sont transférés aux représentants de la Rada. Mais s'il y a un désir de mener des négociations et de trouver des solutions de compromis, qu'importe qui mène ces négociations. Nous, naturellement, chercherons à obtenir ce qui nous convient, ce qui est conforme à nos intérêts. Mais en ce qui concerne la signature des documents, il est évident que tout doit être fait de manière à ce que nos juristes confirment l'illégitimité des personnes qui seront autorisées par l'État ukrainien à signer ces accords. Et ils doivent annuler leur décret interdisant les négociations, n'est-ce pas? Oui, si nous commençons à mener des négociations maintenant, elles seront illégitimes. Il y a, cependant, un problème. Pourquoi? Parce que lorsque le chef actuel du régime a signé ce décret, il était le président légitime, en quelque sorte. Mais maintenant, il ne peut pas l'annuler, car il est illégitime. C'est ça le piège. C'est là que réside l'astuce, vous comprenez? C'est un piège. Mais, en principe, en fin de compte, s'ils veulent le faire, il existe une voie juridique. S'ils veulent, qu'ils suivent la procédure en conformité avec la Constitution, qu'ils s'assoient et soient prêts. Si le désir existe, on peut résoudre toute question d'ordre juridique. Mais pour l'instant, nous ne voyons tout simplement pas ce désir. L'entretien de Vladimir Poutine, au-delà de ses implications géopolitiques, contient des enseignements essentiels que nous pouvons appliquer à notre propre vie, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Ce discours, qui met en lumière les mécanismes de pouvoir, la légitimité et les négociations, nous offre des leçons de stratégie, de cohérence, de résilience et de vision à long terme. Ce sont des qualités fondamentales que l'on doit cultiver pour exceller dans nos projets et dans notre quête de réussite. Analysons ces leçons plus en profondeur. D'abord, la notion de cohérence et de l'intégrité est au cœur du discours de Poutine. Lorsqu'il évoque les négociations et la légitimité de Zelensky, il insiste sur l'importance de la transparence et de la fidélité à ses principes, même lorsque les circonstances sont complexes. Cette leçon s'applique directement à la gestion de nos actions quotidiennes. Lorsque nous prenons des décisions dans notre vie personnelle ou professionnelle, elles doivent être le reflet de nos valeurs profondes, indépendamment des pressions extérieures. L'alignement entre nos actions et nos principes est ce qui garantit la durabilité de notre succès. Si vous avez des projets ou des aspirations, il est essentiel que vous vous posiez cette question. Est-ce que mes actions actuelles sont cohérentes avec mes valeurs à long terme? Si vous répondez oui, vous êtes sur la bonne voie. Si la réponse est non, il est temps d'ajuster votre direction. Ensuite, Poutine parle de la résilience face aux obstacles et à l'incertitude. Il mentionne que malgré la manipulation et les obstacles géopolitiques, la Russie a maintenu une position stable. Dans nos vies, que ce soit dans notre carrière, nos études ou nos projets personnels, nous faisons tous face à des épreuves et à des moments de doute. Mais l'excellence ne se construit pas sans faire face à ces épreuves. Elle réside dans notre capacité à rebondir et à transformer les obstacles en leviers de croissance. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, que ce soit un échec ou une pression extérieure, vous avez le choix de soit abandonner, soit persévérer. Comment gérez-vous les obstacles dans votre vie?
Est-ce que vous les voyez comme des occasions d'apprendre et de vous renforcer, ou est-ce que vous les laissez vous déstabiliser? Une autre leçon fondamentale dans ce discours est l'importance de la vision à long terme. Poutine explique que, malgré les incertitudes immédiates, les décisions sont prises avec une stratégie et une projection sur l'avenir. Cette capacité à prendre des décisions en fonction d'une vision à long terme est indispensable pour quiconque souhaite réussir. Dans notre vie personnelle ou professionnelle, il est facile de céder à la tentation de résultats rapides ou de compromis immédiats. Cependant, si nous voulons atteindre un niveau d'excellence durable, il est crucial de penser à long terme. Quels sont les objectifs à long terme qui sont importants pour vous? Vous devez vous demander si les choix que vous faites aujourd'hui servent à vous rapprocher de ces objectifs ou si vous vous laissez distraire par des gains à court terme. Le discours de Poutine met également en évidence l'importance de la préparation et de la planification dans la prise de décisions stratégiques. Le fait que les négociations aient échoué en raison de l'ingérence externe et de l'incapacité à tenir des engagements montre que la réussite de toute négociation, ou de toute entreprise, nécessite une préparation rigoureuse. Dans vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, vous devez vous préparer à fond pour anticiper les défis et optimiser les résultats. La planification permet de réduire l'incertitude et d'être prêt à agir avec efficacité, même quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Avez-vous mis en place des stratégies claires pour atteindre vos objectifs à long terme? Avez-vous réfléchi aux obstacles potentiels et comment les surmonter? Enfin, ce discours nous montre que l'excellence exige une responsabilité claire et la capacité à prendre des décisions difficiles. La question de la légitimité dans la signature d'accords de paix révèle l'importance de garantir que les bonnes personnes sont chargées de la responsabilité de prendre des décisions cruciales. Dans nos vies, cela signifie prendre la responsabilité de nos actions et de nos décisions, sans chercher à les déléguer à d'autres ou à fuir la difficulté. L'excellence réside dans cette capacité à accepter la responsabilité de nos choix et à les assumer pleinement, quels que soient les défis. Pour conclure, ces enseignements montrent que l'excellence n'est pas le fruit du hasard mais le résultat de principes solides, de résilience, de vision stratégique et de préparation minutieuse. Ces qualités doivent être cultivées au quotidien pour atteindre un niveau supérieur dans tous les aspects de notre vie. Alors, comment pouvez-vous, dans votre propre vie, appliquer ces principes de cohérence, de résilience et de vision à long terme pour aller d'excellence en excellence? Et quelle stratégie mettez-vous en place pour ne jamais céder à l'incertitude et rester concentré sur vos objectifs à long terme? Je vous invite à réfléchir à ces questions et à partager vos réponses en commentaire. Merci à tous ceux qui prendront le temps de participer à cette réflexion. À très bientôt.